ce feu? Feu primordial, brûle depuis la nuit des temps. Maintenant, fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Écoutez, est-ce que c'est toujours un feu que vous entendez? Êtes-vous sûr d'entendre un feu? Je vous demande ça, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vous demande ça parce que parfois les choses se transforment quand on les entend sans les voir. Si ça ne vous dit rien, moi, ça me rappelle un passage de La Recherche du temps perdu. Je veux parler d'un de ces passages, une de ces petites histoires innombrables qui composent le roman, le livre avec ses phrases interminables, livre sans fin. Livre d'un asthmatique qui écrivait comme si écrire était sa façon de respirer, de soupirer. Proust, dont le héros se compare à l'auteur et à la conteuse des Mille et une nuits, nous dit aussi que son livre est fait pour être lu à haute voix. Pour lire Proust, il faut donc se faire une oreille. Il faut faire comme son héros qui se trompe beaucoup, qui se méprend, qui se gourre, qui se plante, qui se met le doigt dans l'œil. Il faut prendre garde aux illusions et aux malentendus. Alors, mettez-vous à sa place, à ce héros. Vous y êtes? Vous êtes sur le seuil d'un appartement où vous pensiez qu'il n'y avait personne. Vous alliez entrer, mais tout à coup, chut, écoutez. Là, derrière la porte, vous entendez que ça remue. Vous hésitez un moment, puis vous comprenez que c'est le feu dans la cheminée. Un peu déconcerté, vous vous rendez compte que quand vous ne voyez pas le feu, il devient autre chose. Quelqu'un qui marche ou qui se mouche, ou même une bête couchée en une attente ardente, silencieuse et fidèle. Et là, Proust part en live. Les sons, nous dit-il, n'ont pas de lieu. Du moins, les rattachons-nous à des mouvements, et par là ont-ils l'utilité de nous prévenir de ceci, de paraître les rendre nécessaires et naturels. Si vous n'avez pas tout capté, je vais vous la refaire en basique. On ne peut pas vraiment entendre sans voir ce qu'on entend. C'est bon? C'est plus clair comme ça? Parce que faire clair, Proust, c'est pas son délire. Faire simple et court, pour lui, il n'y a pas moyen. Par contre, les phrases qui partent en vrille, Proust, il pète ça. Genre, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Vous allez me dire que c'est la phrase la plus claire de toute la recherche. Mais vous aviez catché que, après longtemps, la virgule marque une pause, un soupir, un silence, et donc que la lire à haute voix, ça change tout. Écoutez, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Dit comme ça, c'est comme si on s'adressait à longtemps, comme si on l'apostrophait pour lui dire qu'on s'est couché heureux, non plus de bonne heure, mais avec bonheur. Et donc, la recherche commence par une gueulante contre le temps, un défi lancé à la mort. Ce cri, cette prosopopée, on l'entend pas forcément dans ça. Ça fait partie des mystères de Proust. Notez, il aurait pu faire plus mystérieux encore. Style Aya Nakamura. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah, depuis longtemps, ça. Faut chauffer le public. Parce que Proust, quand il écrit, il est gang, orgueil, bang, bang, bang. Exemple. Il imagine une chambre magique
Ou quelqu'un qui serait soudain devenu complètement sourd verrait le monde métamorphosé, où des visiteurs pourraient apparaître, soudain de nulle part, comme dans un de ces petits théâtres de marionnettes, si reposants pour ceux qui ont pris en dégoût le langage parlé. Et pour ce sourd total, comme la perte d'un sens ajoute autant de beauté au monde que ne fait son acquisition, c'est avec délice qu'il se promène maintenant sur une terre presque édénique, où le son n'a pas encore été créé. Comme le bruit était pour lui, avant sa surdité, la forme perceptible qui revêtait la cause d'un mouvement, les objets remués sans bruit semblent l'être sans cause. Ils semblent dépouillés de toute qualité sonore. Ils montrent une activité spontanée. Ils semblent vivre, ils remuent, s'immobilisent, prennent feu d'eux-mêmes. Ils s'envolent comme les monstres ailés de la préhistoire. On comprend pourquoi les surréalistes ont tripé sur ce passage, allant jusqu'à supplier Proust de les rejoindre. Mais Proust, il n'avait pas le time pour la mala. Il voulait aller plus loin. Par exemple, ici, il rappelle le monde d'avant le son, d'avant le temps où l'homme pouvait entendre quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Comme si, dans son trip du sourd virtuel, il faisait renaître le monde perdu. Je parle du monde perdu d'Arthur Conan Doyle, où les dinosaures sont encore vivants en Amérique du Sud, en 1912, et qui paraît, en français, littéralement, au lendemain de Du côté de chez Swann. Voilà comment Proust est près de la préhistoire. Dommage, il meurt avant la sortie de l'adaptation en film, en 1925. Aurait-il aimé ces effets spéciaux à couper le souffle? Aurait-il apprécié qu'un film muet mette en image un spectacle aussi délirant que celui qu'il avait imaginé pour son sourd total? Sauf que le film n'était pas totalement silencieux. Certes, il n'y avait pas encore de BOF, mais de la musique l'accompagnait, même si on ne sait pas exactement laquelle, alors il faut l'imaginer. Par exemple, dans cette scène où survient le monstre ailé de la préhistoire dont Proust avait prédit l'apparition dans le monde du silence. Un monde du silence qui a donc moins à voir avec le monde sous-marin du commandant Cousteau qu'avec celui des dinosaures de Steven Spielberg. Spielberg, qui après Indiana Jones aurait pu inventer Jurassic Proust. Quoiqu'au Jurassic, Proust n'aurait pas fait long feu. C'est peut-être pour ça qu'il préférait l'âge de pierre. Une fascination nourrie par son admiration pour les romans de Ronnie Henné, comme La Guerre du Feu et Le Félin géant. En revanche, il n'a pas vu la première adaptation de La Guerre du Feu par Georges de Dollard en 1915. Et là, il n'a pas l'excuse d'être mort. C'est juste que Proust n'a jamais mis les pieds dans un cinéma. Il dit même n'en avoir jamais vu. Vous le croyez, vous? Moi, non. Je crois plutôt qu'il n'aimait pas le cinéma parce qu'il avait peur des salles obscures, où l'on voit les gens parler sans qu'on entende leur voix, où le monde s'agite dans un silence grotesque, malgré les notes du pauvre pianiste qui s'essouffle au pied de l'écran, comme, oui, je me rappelle, la mère de Marguerite Duras, pianiste à l'Éden de Saïgon pour nourrir ses enfants. De ces ténèbres cacophoniques, Proust était terrifié, à l'image de ce pauvre homme, qui nous rappelle le héros du début de la recherche, désorienté, au milieu de son insomnie, et qui se dit plus dénué que l'homme des cavernes. Regardez-le. On dirait qu'il a entendu quelque chose de terrible.
chose de terrible. Tout ce que je sais, c'est que ça commence pour Pérec par un big blanc, par un silence historique qui tient dans une seule lettre, le W, étranger, un peu suspect, intrus. Graphiquement, c'est déjà une petite partition. 2 V accolés, comme 2 livres ouverts ou comme 2 gouffres où la ligne d'écriture se casse. On peut y voir 2 abysses, le trou de la mémoire familiale et le trou de la fiction, qui essaye maladroitement de recouvrir le premier. Entre les deux, il reste ce silence fondamental. Ce blanc entoure de tout ce qui ne peut pas se dire. La mère disparue, la Shoah, la langue maternelle perdue, le yiddish, qui ne revient que comme bruit de fond, comme accent fantôme. Mais le manque n'est pas muet, il résonne. Le W contient déjà le principe de sa réverbération, à la manière d'un diapason qui, frappé une fois, continue de vibrer bien après le choc initial. Car le W est aussi une onde. On dirait un tracé d'oscilloscope ou encore un zigzag de cardiogramme. Un battement irrégulier, chute, remontée, rechute. Une chambre d'écho d'origine perdue. Pas la chambre magique du sourd total que nous venons d'y quitter. Ici, c'est l'inverse. On voit encore très bien, mais c'est la mémoire qui a perdu le feu. W, où le souvenir d'enfance est construit comme un morceau à 2 pistes. Un chapitre de fiction, un chapitre d'autobiographie. Quand l'un de ces récits ne se fut plus, on bascule sur l'autre. Comme on tirerait sur la corde d'un parachute de secours. Ce parachute, Pérec en parle. Parmi ses souvenirs, il y a ce vieux dessin où Charlie Chaplin descend du ciel. De loin, on voit un parachute. En s'approchant, on s'aperçoit que les suspentes ne sont autres que ses bretelles. On tombe vraiment, on risque le crash, mais la chute devient un gag de cinéma muet. Pas d'explosion, pas de cri, ou plutôt un cri rentré dans la gorge, comme un souffle qu'on garde juste avant la chute. Un silence de cartoon, ce silence élastique après l'impact, avant que le personnage ne se relève en se tapotant le chapeau. Une petite déviation, imprévisible, qui fait qu'une chute se transforme en geste burlesque. L'endroit exact où le réel aurait dû s'écraser au sol et où, à la place, quelque chose bifurque. C'est ce que Lucrèce appelait le clinamen. Un écart imprévisible des atomes qui tombent dans le vide, une infime déviation sans laquelle rien ne se heurterait jamais, sans laquelle il n'y aurait ni monde, ni corps, mais seulement une pluie éternelle de matière chutant en ligne parallèle à travers l'espace vide. Toute l'œuvre de Pérec, après, revient à ça. Rajouter du son sur ce film muet de l'enfance. Bis. Toute l'œuvre de Pérec, après, revient à ça. Rajouter du son sur ce film muet de l'enfance, mais sans jamais faire retentir complètement le bruit qui manque, ni permettre aux cris de s'échapper. On lit ces textes comme des listes, des inventaires, des catalogues. On pourrait aussi les écouter comme une tentative de redonner au monde une bande son post-synchronisée, de recoller une piste audio sur des images d'archives mutilées. L'écriture de Pérec, c'est ce parachute-là, ces bretelles déguisées en voile de soie, l'hypogramme, anagramme, palindrome, acrostiche. Ça vibre, ça bourdonne. Ce sont des petites machines volantes, des drones textuels en chute libre au ralenti. On respire à peine lors de cette chute-ci. Dans la disparition, écrit sur la lettre E, la voyelle qui est au français, que le souffle est à la parole, le texte continue. Mais il retient son souffle, avance en apnée, sur une respiration coupée qui tient lieu de basse continue. Tout le monde connaît la contrainte, mais en lisant, l'incrédulité monte quand même. Ce E qui n'est nulle part finit par être partout. Fréquence amputée que nous entendons précisément parce qu'elle manque. On ne cesse de le chercher. Pérec ne fait pas de théorie du silence, il fait quelque chose de plus viscéral. Il nous force à l'entendre et transforme l'absence en une sorte d'acouphène du texte,
un sifflement du train à vapeur dans l'oreille qui ne cesse plus. Le silence bourdonnant trouve son articulation la plus explicite lorsque Perec se tourne vers la radio. Il écrit des pièces radiophoniques pour la Saarländische Rundfunk, une station de radio allemande perchée sur la frontière, qui émet vers la France, un jazz orphelin qui traverse les murs et sanglote, quelque part sur la fréquence entre les deux rives. L'écriture montre littéralement sur le W, sur les Wellen, les ondes hertziennes qui traversent les murs et les frontières linguistiques. Die Maschine, der Mechanismus, der Nervensystems im Kopf, Konzertstück für Sprecher und Orchester. Meine Damen und Herren, in diesem Hörspiel unternehmen wir den Versuch, die Arbeitsweise eines Computers zu simulieren, der die Aufgabe gestellt bekam, ein bestimmtes Gedicht systematisch zu analysieren und aufzugliedern. Zu diesem Zweck verfügt die Maschine über erstens eine Summe von Programmen, die ihr ermöglichen, das Gedicht von mehreren Seiten her einzukreisen, es unter seinen verschiedenen Aspekten zu erfassen und alle zur Sache gehörenden sprachlichen Operationen. Dans Die Machines, un pseudo-ordinateur, en réalité un chœur de 5 voix, comme les 5 voix que vous allez entendre aujourd'hui, se met à analyser, protocole après protocole, le petit poème de Goethe, Über allen Gipfeln ist Ruhe. Au début, cela ressemble à une caricature de la lecture savante, à une parodie de la tradition philosophique allemande, ton bureaucratique, froide pédanterie de la Wissenschaft. L'allemand, pour un écrivain juif d'après-guerre, ne peut pas être un médium neutre. C'est la langue de la philosophie, mais aussi celle des formulaires et des convois. Une langue qu'on connaît trop bien, même quand on ne la parle pas. Et là, encore, quelque chose dévie. La machine, comme un train devenu fou, commence petit à petit à se dérégler. À mesure qu'elle associe, multiplie les renvois, la voix automatique commence à laisser entrer d'autres voix. Goethe se met à raisonner avec Schiller, Verlaine, Emily Dickinson. Ce qui devait être un démontage mécanique se transforme en un chœur imprévisible, une polyphonie de voix qui se parlent par-dessus jusqu'à ce que le poème d'origine soit à la fois effacé et étrangement préservé. Le clinamen fait ici son entrée dans la bande son sous la forme d'un bug dans le système. Comme dans l'installation Clinamen de Céleste Boursier-Mougenot, où des dizaines de bols en porcelaine blanche dérivent dans un bassin d'eau, entraînés par des courants invisibles, et où, en se heurtant les uns aux autres, ils produisent une musique à la fois aléatoire et inévitable. La machine de Perec fait la même chose. Elle heurte les textes aux uns aux autres jusqu'à produire une sorte de paysage sonore intertextuel. Et puis, d'un coup, plus rien. Toutes les voix se taisent. Il reste ce roux final qu'on peut traduire en français comme le repos, le calme, l'extinction ou même le silence. Un calme qui n'est jamais bucolique quand on a en tête l'après-coup de la Shoah. Là encore, Perec ne commente pas. Le poème s'achève, la machine s'arrête, et ce que nous entendons n'est pas une résolution, mais une suspension. Le silence après la catastrophe. Un silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de tous les sons désormais impossibles.
Année 1958. Aimé Césaire fonde le Parti progressiste martiniquais. Le gouvernement Gaillard décide d'expérimenter la première bombe atomique française. Au cinéma, Tati sort Mon oncle. De Gaulle prononce sa première allocution télévisée. La Ve République est adoptée. En avant la musique. Un oranger sur le sol irlandais. Hello, le soleil brille, brille, brille. La pluie viendra, nous sommes, vous et moi. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne à écraser l'un contre l'autre. Quand on a de l'amour pour parler au canon. Dario Moreno, Bourvil, Annie Cordy, Beko, Edith Piaf, Brel, Dalida. Et pourtant, le plus grand tube de l'été 1958, c'est celui de Marguerite Duras, avec Moderato Cantabile. Chanson composée de 3 notes qui se répètent ad nauseam, un cri, un silence et encore du silence. C'est efficace, enivrant. Duras ne dit rien, mais elle le dit avec style. Elle a compris un truc fondamental que personne n'a osé dire depuis l'invention de la ponctuation. On peut construire un roman sur un seul nom qui agit comme un refrain entêtant. Au lecteur d'imaginer les paroles, la boîte à fantasmes tourne à plein régime. Preuve en est. Vous accompagnez votre enfant à son cours de piano qui, lui, n'a rien demandé, mais c'est à cela qu'on reconnaît une bonne éducation. Musique classique, une valse de Chopin peut-être, la valse du petit chien sans doute, comme sur le bateau qui, dans l'amant, rapatrie la jeune Marguerite et lui fait réaliser qu'elle vient de perdre l'amour de sa vie. Mais bon, vu le talent du gamin, je n'y crois guère. Une sonatine alors, composée par Beethoven sur une valse de Diabelli, ce dernier l'ayant payé à ce qu'on raconte pour le décider à écrire sur un thème qu'il jugeait inintéressant au possible. C'est en effet sur la 14e de ses 33 variations que Duras abandonne sa carrière de pianiste lorsqu'elle ne parvient pas à la jouer. Mais encore une fois, vu le talent du gamin, qui n'arrive pas à la cheville de Duras, je n'y crois guère. Ce sera donc une sonatine de Diabelli, tout simplement, en fa majeur, opus 168, premier mouvement, qu'il convient de jouer moderato cantabile. Mais ce modéré, la mère, elle en a marre. Elle est d'ailleurs contente que son fils ne retienne pas la leçon. Ça la dégoûte un peu lorsqu'il obéit. On comprend entre les notes pourquoi la prof autoritaire et la mère des magots ne s'entendent pas. D'autant que c'est peut-être la mère qui est aussi autoritaire que son nom, Anne des Barraides, Anne aux Barraides, et donc autoritaire non pas envers son chérubin, mais envers elle-même, coincée dans son mariage auquel elle ne peut échapper. Nous n'en savons rien, nous n'en saurons jamais rien. L'air du soupçon bat son plein, et Duras laisse son lecteur soupçonner ce que bon lui semble. Quand tout à coup, un cri de femme retentit. Duras vient d'entamer le refrain. Ce cri, elle va le répéter comme une litanie. Anne des Barraides, nom écrit avec 3 S muets, ne peut l'ignorer. D'ailleurs, à son tour, elle cria presque. Mais elle se retient. Elle n'en a pas le droit, tout comme Duras ne se sent pas le droit de nous expliquer en toutes lettres ce que ce cri signifie. Pourtant, cet objet sonore non identifié structure tout le roman, et la lecture qu'on en fait. Toute interprétation est un désir réprimé. Duras a compris qu'un son bien placé vaut mieux qu'une longue dissertation. D'autant qu'il n'y a pas d'explication au naufrage personnel. Jamais les mots ne peuvent aller au fond du cri. Aussi, le silence s'installe, la loi du silence, comme seule réponse au cri de désespoir. Un silence de mort. Et face à ce silence, un autre silence, le silence de Chauvin, muet comme une carpe, dont on se demande s'il n'a pas été l'amant de Anne un an plus tôt. On l'espère, rien ne le prouve. On attend, rien ne se passe. Quand Anne et Chauvin se retrouvent au café, le même où le cri a retenti, jamais ils ne se rejoignent. Ils se tuent encore une fois, elle attendit, il ne dit rien, elle but à nouveau, n'en pouvant plus d'attendre qu'il parlât.
Imaginez l'ambiance. Entre eux, il y a un fossé qui se creuse. Un fossé qui se remplit de vin au fur et à mesure qu'il se creuse. Car on boit sans modération dans Moderato Cantabile. Chauvin, son nom le dit, passant son temps à resservir du vin. Non pas tant pour oublier, mais pour se noyer dans le silence. Dans des phrases qui refusent de s'allonger, qui refusent le blablabla. Dans des corps qui refusent de se toucher, sinon du bout des doigts. Des doigts télégraphiques, des doigts qui tapent des phrases courtes, sèches et assoiffées de contact, mais qui se réduisent à quelques mots ponctués de points. C'est du morse. Point, point, point. Comme 3 coups brefs, frappés à la porte du malheur. Bang, bang, bang. Chaque phrase est un cri, mais personne pour l'entendre. Parce que c'est dur à entendre un cri, aussi dur que Duras, ce pseudonyme qui est aussi la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif du verbe durer et du latin durcir. L'histoire entre les deux personnages ne dure qu'au prix d'être dure comme de la pierre pour qu'on puisse s'y agripper sans trembler en attendant l'aveu qui ne vient pas. C'est qu'il est plus facile sans doute de renier que de se repentir. J'imagine que Chauvin se prénomme Pierre. Pourquoi Pierre ? Parce que Anne y construirait bien son église, sur ce mont chauve, sur ce calvaire, ce Calcutta en araméen, le nom de la colline en forme de crâne au nord de Jérusalem, caillou au sommet duquel le Christ est crucifié, et Anne immolée à l'amour. Anne qui s'agrippe à cette pierre comme elle le peut, pour ne pas trembler, mais qui, contrairement à ce que son nom suggère, tremble comme une feuille morte. Sauf que pour apaiser ses tremblements, elle boit non pas le sang du Christ, mais le vin de l'oubli. Vous n'êtes pas sans ignorer que Duras, dont il faut, contrairement à beaucoup de noms français, prononcer le S final, de noms propres français, est le nom d'un village dans le Lot-et-Garonne, où se trouvait la maison paternelle de Marguerite de Nadieu, et qu'autour de ce village, on produit le Côte de Duras, un vin frais et fruité connu depuis François Ier. Un vin qui, dans le roman, symbolise l'ivresse amoureuse, mais aussi la transgression religieuse. On boit parce que Dieu n'existe pas, disait Duras, pour justifier son alcoolisme. On boit aussi parce que l'amour est impénétrable, comme le voit du Seigneur. Anne n'a pas l'alcool joyeux. Le poison n'est pas assez fort pour que quelque chose advienne, pour qu'un cri en efface un autre. Après une vingtaine de verres de vin en 5 rencontres, je les ai comptés, Anne vomit tout son sou, peut-être parce que c'est du pommard, et donc un Bourgogne plutôt qu'un Bordeaux, un Côte de Beaune plutôt qu'un Côte de Duras. Allez savoir. Au pied du lit de son enfant, sans un son pour ne pas le réveiller, Anne régurgite son amour pour Chauvin. L'histoire se termine sur les deux protagonistes se quittant sans que l'un n'ait tué l'autre et sans que l'autre n'ait crié en retour. Sans doute parce qu'un cri, ça ne s'écrit pas, mais que ça se crie, avec un S, et d'autant plus d'ivresse. Un cri, ça ne s'écrit pas, mais ça se crie avec un S, comme Sangor s'écriant « Joanne ». Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant, où Kumban Dauphin voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantôt mergot, et les processions,
et les palmes et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, Corsica. Je me rappelle, ma tête rythmant, qu'elle marche lasse le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Je vous propose une brève expérience sensorielle, à la croisée de la poésie, du rythme et de l'improvisation. Vous êtes d'accord ? Il ne s'agit pas d'une démonstration au sens strict, mais d'un essai collectif avec ce que toute expérience comporte nécessairement d'ajustement et d'imprévu. Je vous préviens. L'objectif est simple, tenter de sentir comment le rythme structure le texte, avant même de l'analyser. Je vais diviser la salle en 3 groupes, d'accord ? Alors, il va y avoir les 3 rangées du fond, les 2 du milieu et les 2 de devant. Voilà, on va se séparer comme ça. Je pense que vous savez compter jusque 3. Et ensuite, on va compter jusque 2. Alors, le premier groupe, vous serez les premières percus. C'est le groupe du fond, les 3 rangées du fond. Vous serez les premières percus et vous allez assurer le rythme de base qui est celui-ci. Je vais vous le montrer dans une... Et puis, vous allez faire ça pendant toute la lecture. Vous allez être ma pierre angulaire, d'accord ? Et le rythme est celui-ci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On peut essayer ? Vous faites sur vos jambes. Excusez-moi, sur vos genoux. Et vous pouvez suivre Emmerich. Pas mal. Donc ça, c'est votre rythme. Et vous pouvez compter jusque 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord ? Voilà, merci beaucoup. Le deuxième groupe, les deuxièmes percus, les rangées du milieu. Alors vous allez, à chaque occurrence de « je me rappelle », vous allez m'accompagner et on allait frotter dans les mains, mais ça, on n'entend pas bien. Donc vous allez faire d'accord ? Quand je dis « je me rappelle », ok ? Merci. On essaye encore. Je me rappelle. Magnifique. Et vous pouvez aussi vous inspirer de Zez qui sera avec les deuxièmes percus. Les troisième groupe. Mon troisième groupe. Vous n'êtes pas des percussions réellement, mais vous allez, ça c'est votre son, d'accord ? Vous êtes le troisième percu. Et vous allez intervenir, c'est très différent, de façon ponctuelle et improvisée, à l'évocation d'images particulièrement vives qui vous plaisent, ou qui devraient, selon vous, être soulignées. Vous connaissez ça. On y va. Mais 2 fois, s'il vous plaît. D'accord ? Et vous improvisez. Parfait. Alors, je vais lire le poème une première fois, et puis encore. Ce sera une phase de mise en place, d'accord ? Et la seconde, ce sera l'expérience. Prêt ? On y va. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant, où Kumban Dauphin voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantum ergo, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle les danses nubiles, les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes penchés et lancés, et le pur cri d'amour des femmes. Corsica, je me rappelle, ma tête rythmant, quelle marche lasse, le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote. Waouh! Pas mal. Merci d'avoir joué le jeu. Cette expérience, si brève soit-elle, permet d'entrevoir comment, chez Sangor,
Le rythme ne relève pas d'un simple accompagnement formel. Il s'agit d'un principe d'organisation du sens, de la mémoire et de la relation au collectif, qui se manifeste pleinement dans l'acte même de la lecture. Je vous invite, durant cet encore, à vous autoriser une forme de jeu. Non pas pour illustrer le texte, mais pour en éprouver physiquement le rythme, les retours et les intensités. L'enjeu n'est pas la justesse musicale, mais l'attention portée au texte tel qu'il se déploie dans le corps et dans l'écoute collective. Encore ? Encore. Joël. Je me rappelle, les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels, comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les faces du puissant. Kumban Dauphin voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantimergo, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte. Oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes, corps cigare. Je me rappelle, ma tête rythmant, quelle marche lasse, le long des jours d'Europe où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote, sanglote, sanglote. Je suis un saxophoniste obsédé par le souffle et le son. Et pourtant, j'ai passé de nombreuses années dans un univers presque silencieux, où je ne pouvais pas respirer. En effet, pendant longtemps, ma passion fut la pêche sous-marine, au fond, en apnée. Ils nous souvent dit que les aveugles voient par les oreilles, et qu'à travers les sons qui les entourent, ils peuvent visualiser leur environnement et développer une vision intérieure en quelque sorte. On pourrait décrire ce phénomène comme un transfert d'essence. De façon similaire, lorsque l'on passe beaucoup de temps sous l'eau, où il y a très peu de bruit, on commence par entendre par les yeux. C'est ainsi que, durant mes longues années de pêche sous-marine dans les profondeurs de la mer Caraïbe, les vues plongeantes, ainsi que les espèces vivantes qui y foisonnent dans toute leur parure et tout ce que mes yeux ont perçu, ce sont mes oreilles qui s'en souviennent. Je peux dire aujourd'hui que le silence coloré des abysses m'a soufflé mes meilleures mélodies, ainsi que mes harmonies les plus mystérieuses. Parmi mes milliers de plongées au milieu desquelles j'ai souvent échappé à la noyade de quelques secondes, 2 expériences demeurent au-devant de ma mémoire, comme si je venais à peine de les vivre. J'ai commencé à plonger à 12 ans. À ce stade, j'étais hanté par le désir de voler. J'en rêvais depuis ma plus tendre enfance, au point d'avoir tenté plusieurs fois de m'élancer par la fenêtre pour me retrouver à l'hôpital, en me demandant pourquoi je ne pouvais pas rejoindre les oiseaux dans les cieux. Mon rêve se réalisa quand un ami m'a prêté un masque et une paire de palmes, et que j'ai glissé sur l'eau, surplombant un magnifique relief sous-marin, complètement libéré des lois de la gravitation. À mesure que je devenais plus audacieux, je me suis rapidement mis à plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur sans bouteille d'oxygène. Puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40 mètres. Non, je ne volais pas au-dessus des monts et vallées couverts de forêts verdoyantes et de hauts nuages, mais je planais au-dessus de barrières de corail rouge rubis, adornées de teintes phosphorescentes, jaunes et bleues, façonnées comme des peintures et sculptures surréalistes, et grouillant de formes de vie d'apparence extraterrestre, sphériques avec des épines, ou plates et circulaires avec des nageoires et une bouche,
comme une pleine lune bougeant sans effort, ou en forme d'obus de mortier, avec une gueule pointue et une queue acérée en forme de sceptre, comme des sabres d'Arabie. Mais je n'allais jamais au-delà des profondeurs où la visibilité était bonne. Un jour, où j'étais d'humour téméraire, j'ai décidé de pousser au-delà de cette zone irradiée par les rayons de soleil. Au fur et à mesure que je descendais, j'ai pris conscience de franchir une frontière et d'entrer dans un monde où tout devenait indistinct. Tant les êtres que les objets étaient des ombres qui ne prenaient forme que quand je les touchais presque. Dans cette pénombre épaisse, des poissons de grande taille se faufilaient dans mon champ de vision, pour disparaître d'un coup de queue comme des fantômes. Lorsque j'ai réalisé qu'il me fallait remonter m'oxygéner, je ne trouvais pas la surface des yeux. J'étais comme prisonnier au royaume des morts. L'idée me vint de rester là, au milieu des ombres, et de laisser la fin arriver. Puis, au coin de l'œil, une lueur de la surface m'atteint, et je suis remontée de toutes mes forces, alors que mes poumons commençaient à se remplir d'eau. Je voyais la surface se rapprocher, alors que je perdais connaissance. L'éclat du soleil intense m'a réveillée et j'ai béni 1000 fois la chance improbable d'être vivant. Je me rappelle aussi une autre expérience qui me transporte dans une sorte d'extase, encore aujourd'hui. Je m'y vois encore, je nageais dans une eau turquoise, à seulement 5 mètres de profondeur, en survol d'un récif corallien, où pagres, mérous, poissons perroquets grignotaient les filaments dentelés qui s'en échappaient, et quelques longues méduses flottaient, dansant avec les vagues pailletées d'algues émiettées. Poussière cosmique qui miroitait, étonnait, éblouissait. Un banc de minuscules poissons argentés apparut alors soudainement, m'entourant de toutes parts, me privant d'horizon. Spectre lumineux surdimensionné, présence extraterrestre surgit du néant. Il se retirait dès que j'étendais le bras pour le saisir, hors de portée, chaque fois. Était-ce un rêve? Totalement immobile, je me suis laissé flotter hors du temps, paralysé par la beauté de la vie. On peut se demander pourquoi nous sommes, nous les humains, capables de transformer les sons en lumière, les odeurs et les saveurs en mots, les sensations tactiles en sculpture et en fresque. La réponse est très simple. Notre imagination est un grand réceptacle à l'intérieur duquel tous nos sens se tutoient, se parlent et participent d'un commun effort de réinvention du monde. À cette heure où la vie humaine sert trop souvent de chair de canon, il nous faut nous rappeler que derrière chaque regard humain, il y a l'imagination d'un astrophysicien, d'un poète ou d'un musicien. Maintenant, c'est l'heure du clubbing. Au platine, DJ Guetta. Ah non, arrête, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Faut arrêter. C'est pas le bon. Arrête le clip. Non, désolé, c'est pas Guetta, c'est DJ Garetta. Anne Garetta. Une autre olympienne et ingénieure de machines textuelles. Et bien sûr, une autre grande amatrice de la langue allemande. Dans la décomposition, elle reprend Das Schloss, le château de Kafka. Ce roman des téléphones qui ne parviennent jamais à se connecter et des messages qui n'arrivent que sous forme de grésillements pour le transformer en jeu vidéo intitulé Mortel K. Une autre lettre rare en français, encore plus suspecte que le W. Car le K, c'est le K de kill, de chaos, de kamikaze, de cassette. On finit par le kiffer, ce cas-là. Le monde de K, c'est un plateau sonore scellé de couloirs et de lignes qui ne transmettent jamais que leur propre souffle parasite. Une bureaucratie qui ne livre jamais que davantage de portes verrouillées de musique d'attente.
Le roman de Kafka avait déjà quelque chose du jeu vidéo avant la lettre. Quêtes impossibles, objectifs qui se déplacent dès qu'on s'en approche. Le principe de la reprise est simple et atroce. Il faut tuer tous les protagonistes du roman de Kafka. Ceux-ci seront des ennemis coriaces. Gardena devient une combattante redoutable. Schwarzer brandit son trousseau de clés comme une arme contondante. Clam a des griffes d'acier. West-West possède 4 paires de bras pour mieux t'étreindre, ô mortel. Vous les entendez, tous ces cas, toutes ces allitérations? Le lecteur est désormais manette à la main. Le texte l'attaque, le frappe du percute. Game over, try again. Game over, try again. Game over. Merci. Et bien sûr, la sortie est calfeutrée, condamnée. Das Schloss en allemand, c'est le château, mais aussi la serrure. L'adjectif dérivé geschlossen signifie fermé, clôturé. Et c'est là que le Klinamen de tout à l'heure mute en virus. Le narrateur déchaîne une peste numérique sur les grands classiques de la littérature. On entend une voix qui commande « Finish him ». Les belles phrases proustiennes, longues tubulures de syntaxe qui ailleurs ramènent des trains ou des feux préhistoriques, sont confiées à une voix synthétique, accent de cow-boy ou de muezzin, qui déchire mécaniquement des tendres syllabes françaises et les martèle jusqu'à l'aube. Le grand hymne à la mémoire devient un morceau stroboscopique, une sorte de remix déréglé où le beat ne drop jamais, seuls les corps tombent. Le château et la cathédrale s'effondrent en 4 temps. Et ce n'est pas que Proust qui passe au broyeur. Toute la bibliothèque se fait scratcher, tout finit en débris des métadonnées. Quand tout est dégradé, debout, dans les gravats, reste un seul poème, en allemand encore. Die Lorelei de Heinrich Heine. Chant de sirène qui attire les marins vers le naufrage. Le seul texte survivant, la littératurie du narrateur de Garetta, est un poème qui tue en chantant et qui commence par « Ich weiß nicht, was soll es bedeuten ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Puk, puk, puki, aurait dit Aya Nakamura. Bang, bang, bang. Un refrain qui colle à l'oreille et qui avoue d'emblée son déficit de sens, comme les baleines, dont on ne saura jamais si leur chant est un cri de désir ou un soupir de naufrage. Le sens se dérobe précisément au moment où la mélodie s'empare de nous, dernier chant qui sauve et qui noie. De Pérec à Garetta, de W à K, d'une lettre manquante à une lettre mortelle, d'une onde à une consonne qui claque, quelque chose persiste. Une confiance dans les machines de langue. L'hypogramme, anagramme, protocole de radio, jeux vidéo, virus textuel. Autant de dispositifs qui ressemblent à des drones de papier, à des engins de guerre miniatures. Alors, le son d'origine chez Pérec serait une rayure sur le vinyle, le comme un cri, avant que la musique ne commence, le souffle ou la souffrance de la bande magnétique, ou encore le petit battement irrégulier du W sur le cardiogramme, le bruit de la chute de Chaplin qui n'arrive jamais, le coup que l'on entend et qui se transforme en gag, le cri de roman qu'on refoule en silence, le soupir qu'on retient avant de replonger. Entre le trop-plein de bruit du monde et l'impossible silence d'un après-guerre qui ne pouvait pas encore dire ce qu'il a vu, Pérec et Garetta choisissent cette troisième voie. Faire travailler leur clinamen sonore, une machine qui crypte et fait bégayer la langue, cette légère déviation qui empêche les mots de tomber tout droit, comme la pluie sans jamais se rencontrer. Thank you.
puis, sonne l'heure. Les jours s'en vont, l'enfant. Le 23 avril 1948, Pascal Quignard vient de naître, mais ne respire pas. Plus tard, il dira qu'il a failli mourir avant de respirer. Toute ma vie n'est que la suite de ce premier songe, qui a failli ne pas avoir lieu. C'est là mon premier souvenir, ou son premier fantasme. Refuser de vivre à l'air libre, retenir son souffle pour qu'on le renvoie dans le monde aquatique d'où on l'a sorti. Parce que respirer chez Quignard ne va pas de soi. C'est une défaite, une concession au monde, qui fait du bruit et parle trop. On lui a volé la vie en lui donnant la parole. Le langage est un rapt du souffle, écrit-il. Quelque chose respiré dans l'innocence du silence, puis les mots sont arrivés qui ont forcé le souffle à signifier. Sa parade, écrire pour mieux se taire. Et écrire par petits traités, par fragments, pour ne reprendre son souffle qu'entre deux plongées silencieuses. L'origine de la littérature n'est pas dans les mots, mais dans le silence qui les précède, explique-t-il, dans ce soupir qui cherche sa forme. Quignard ne respire que pour écrire. Il faut l'imaginer en homme grenouille, et l'imaginer heureux lorsqu'il remonte à la surface, une phrase harponnée au bout de son stylo, comme Jacques remonte avec un riff de saxo. Il y a en effet chez lui, comme pour le chasseur sous-marin, quelque chose de l'asphyxie volontaire. Lorsque l'hypoxie provoque un état d'euphorie à la limite de la syncope. Ces phrases sont aussi brèves et soutenues que les respirations que prend l'apnéiste pour remplir ses poumons avant de descendre dans l'inconnu. L'encre n'est que du souffle solidifié, de la respiration devenue visible, ajoute-t-il encore. Chaque phrase est une expiration, chaque point est un moment où l'on reprend son souffle. Comme l'enfant soupire avant de pouvoir prononcer des sons intelligibles, Quignard fait la carpe, avale des bouffées d'air, pour retrouver l'inspiration primale. Il le dit, l'enfant, avant d'apprendre à parler, soupire comme un animal. Puis vient le langage qui capture ses soupirs. Voilà toute la chose. Le soupir est ce qui reste quand on a enlevé le sens. D'où son obsession pour le jadis, ce temps où nous n'étions que souffle dans un autre souffle, respiration parasite dans le ventre maternel. Là-bas, dans le liquide amniotique, on ne respirait pas vraiment. On vivait en apnée permanente, en état d'osmose avec le monde, dans un monde de voix maternelles déformées, de sons étouffés, pas tout à fait vivants, encore à moitié morts. Raison pour laquelle il préfère lire à toute autre activité. Lire, c'est respirer le souffle d'un mort. La formule est étrange, mais elle lui convient à merveille. La formule est étrange, mais elle lui convient à merveille. Il aime ce bouche à bouche qui le ranime lorsqu'il refait surface à bout de souffle. Comme il aime l'histoire de Boutès, l'argonaute qui a quitté le rang des rameurs, qui renonce à la société de ceux qui parlent, qui saute par-dessus bord et se jette dans la mer, libre et solitaire, pendant que ses compagnons se bouchent les oreilles et qu'Ulysse s'attache au mât parce qu'il redoute de s'égarer, de plonger, de quitter le groupe, de mourir. Boutès est l'anti-Ulysse, l'anti-héros qui plonge au péril de sa vie et choisit le chant animal contre la vie, la puissance sidérante du chant animal contre la musique fabriquée de main d'homme. Pour Quignard, Boutès incarne l'écrivain dissident, non pas l'écrivain qui remonte pour raconter ce qu'il a vu et se vanter de ses prises, mais celui qui plonge, préférant se noyer dans la musique de bas-fond. Où l'on comprend que le petit Pascal bleu du 23 avril 1948, c'est déjà Boutès. C'est déjà le silence aquatique contre la batterie instrumentale, technique, sociale, immédiate. Quignard était destiné à être musicien, il aurait dû être organiste comme on l'était dans sa famille de père en fils. Il décida de ne pas l'être. Et pourtant, on sait l'importance de la musique dans son œuvre, la musique, écrit-il, qui n'est rien d'autre que du souffle organisé. Ainsi, les musiciens, afin que la musique prenne forme, se synchronisent dans une respiration commune qui précède toute parole. Mais ce que Quignard recherche avant tout dans cette synchronisation,
C'est le soupir à l'origine de la parole, un unisson pour compenser l'absence, la perte et le deuil. Tous les hommes sont nés d'un cri, écrit-il, un cri intraduisible qu'il érige en principe ontologique de son œuvre, parce que ce cri est aussi le dernier soupir que l'on pousse par devant soi. Si l'écriture est donc une vocation par défaut, c'est parce qu'elle est la seule qui lui permette d'organiser un livre comme on organise une expédition sous-marine. Et si parfois on boit la tasse en le lisant, s'il n'est pas toujours là pour nous faire du bouche à bouche quand on le lit, descendre avec lui dans le silence, dans les profondeurs étymologiques, c'est aller voir à quoi peut bien ressembler ce cri sous l'eau, ce son à l'origine de tous les sons et qui le laisse sans voix. L'abîme, dit-il, est ce qui coupe le souffle. Quignard écrit le souffle coupé par ce qui se cache sous la surface des sons, pour un jour sans doute finir par lâcher la gueuse et s'enfoncer à jamais dans le grand bleu. On va diviser la salle en deux, à nouveau. Enfin, on passe de 3 à 2 en fait. À gauche, c'est-à-dire à ma gauche, on va simplement essayer. Tel Rimbaud, Céline, je vais te lire du Aya Nakamura. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Alors là, je fais tout de suite une pause. Ah oui, c'est déjà pas français, c'est peut-être un patois qu'on connaît pas, un idiolecte. J'ai vu dans ça depuis longtemps. C'est pas français. J'ai vu ça depuis longtemps. Ou j'ai vu dans ton texte que tu ne sais pas écrire. J'ai pas vu dans ça depuis longtemps. Ça veut rien dire, non? Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, chante à... Je sens un seum, j'ai la boca, entre nous il y a un fossé. En effet, il y a un fossé qui s'est créé finalement entre Calvi et Aya. Je continue. Oui. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Je suis gang hors game. Oui. Boy, ne joue pas bang bang bang. Bla bla bla, de la poki. Ferme la porte, t'as la poki dans le side. Je sais pas comment elle écrit ses textes, la Aya Nakamura. Elle doit prendre un dico français, un dico anglais, un mode d'emploi Ikea en suédois, tirer au sort des mots, tout mélanger, balancer le tout tel quel. Bon, j'ai l'impression que la poésie d'Aya Nakamura ne vous emballe pas vraiment, Fabrice. J'avoue avoir une légère inquiétude quand après avoir compté sur Rabelais, Montaigne, Balzac, Hugo ou encore Paul Valéry pour faire rayonner la France dans le monde, on compte sur Aya Nakamura. C'est énorme. Sioran a dit, Sioran là, elle est complètement larguée là. Oui. Sioran a dit, on n'habite pas un pays, on habite une langue, une patrie, c'est cela et rien d'autre.
Je me suis demandé comment aborder cette intervention. Devais-je répondre, point par point, à la diatribe de Fabrice Lucchini, la corriger, l'amender, ou lui opposer des arguments linguistiques, sociologiques et esthétiques? Ou devais-je, à l'inverse, proposer une lecture serrée de Pouky, en disséquer les vers, analyser les néologismes, défendre la syntaxe de « j'ai vu dans ça », comme on défendrait un apax malarméen? Grande question. Mais très vite, il m'a semblé qu'il y avait un piège. Car ce que Lucchini appelle un idiolecte, ce qu'il désigne comme un patois informe, n'est pas un échec du français. C'est une scène. Une scène où se rejoue, une fois de plus, l'angoisse française face à la transformation de sa langue. Quand il s'interrompt, hilar, pour déclarer que ce n'est pas du français, il ne fait rien d'autre que de répéter une vieille musique. En novembre 1913, Paul Soudet écrivait à propos du côté de chez Swann: « La langue se décompose, se mue en un patois informe et glisse à la barbarie. » Proust, déjà, était accusé de dégrader le français. Ce qui frappe aussi dans la séquence de Lucchini, ce n'est pas seulement le mépris, mais le canon convoqué en renfort. La Fontaine, Rimbaud, Baudelaire, Céline, tous canonisés, littérairement parlant, tous blancs, tous hommes, certains antisémites, d'autres pas. Comme si la langue française était un sanctuaire dont il faudrait surveiller l'entrée. Et comme si La Fontaine, Rimbaud, Baudelaire ou même Céline n'avaient pas été les Nakamura de leur temps. Car une langue, ça n'est pas un sanctuaire. C'est une matière vivante. Elle circule, elle absorbe, elle transforme, n'en déplaise à Lucchini. Et la langue d'Aya Nakamura circule intensément. Elle traverse le français, l'argot, l'anglais et l'afrobeat. Elle se construit dans un espace diasporique et ne demande pas l'autorisation. Mais surtout, et c'est peut-être là que le malentendu se noue, cette langue n'est pas d'abord faite pour être lue. Elle est faite pour être entendue, et plus encore pour être ressentie. Avant d'être syntaxe, la langue est un souffle. Avant d'être une norme, c'est une vibration. Avant d'être un patrimoine, c'est une percussion. Dans Pouky, la répétition n'est pas un défaut. C'est une pulsation, le pouk-pouk-pouki. N'est pas un appauvrissement lexical. Ce sont des coups, des cognements, des chaos à la Kafka. C'est un battement de cœur, le bang, bang, bang. Le... Mes amis, le... Bang, bang, bang. On recommence, tout le monde. Le... Bang, bang, bang. Merci. Relève moins du récit que du rythme. La basse, profonde, presque hypnotique, ne soutient pas le texte. Elle l'aimante, elle l'obsède. La répétition dans la chanson y est presque incantatoire. Elle agit bien au-delà du sens. On peut sourire, ironiser ou disséquer, mais le corps, lui, il bouge, qu'on l'en veuille ou non. Le rythme s'impose comme une onde primaire, quelque chose d'antérieur à la grammaire, quelque chose qui touche le système nerveux avant le dictionnaire. Ce que certains appellent patois relève peut-être d'un retour au premier, non pas au primitif au sens inférieur, mais primitif au sens d'originaire. Ce moment où le langage n'est pas encore stabilisé à l'écrit, mais ce temps où il est encore musique, scansion et répétition. Il est frappant que dans une culture qui sacralise l'écrit, ce qui inquiète soit précisément ce qui dépasse le texte. On reproche à Aya Nakamura de ne pas parler correctement. Mais qui décide de la correction? Ceux qui citent Sioran pour rappeler que l'on habite une langue oublient que les langues, elles aussi, migrent. Elles se déplacent avec les corps, avec les rythmes et avec les circulations postcoloniales. La chanson populaire a toujours été un lieu d'hybridation. Ce que nous appelons aujourd'hui patrimoine fut souvent perçu hier comme une altération, une bâtardisation. La pureté linguistique est une fiction rétrospective. Mon Dieu, c'était difficile à dire. Je répète, la pureté linguistique est une fiction rétrospective. La question n'est donc pas de savoir si Aya Nakamura écrit comme Balzac. La question
est de savoir ce que produit sa langue. Elle produit des formules obsédantes. Elle produit une grammaire audacieuse, presque insolente, mais souveraine. Elle produit une signature sonore immédiatement reconnaissable. Elle produit une diffusion mondiale inédite. Et peut-être faut-il accepter que la langue française n'est pas un monument immobile, mais une matière remixée, syncopée et amplifiée. Je vous ai fait entendre le rire, un rire de mise à distance, presque de disqualification. Changeons maintenant de posture. Au lieu de juger, écoutons et apprécions. Je vous propose d'entrer dans le son. Allez, non? Bang, bang, bang. Pouki. Ferme la porte à la cookie dans le sale. Bla 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 cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sale. Cookie, cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sale. Cookie, cookie, cookie. Ferme la porte à la cookie dans le sale. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Bien essayé. Et oui, Caroline, Marcel Proust aurait été le plus grand fan d'Aya Nakamura. Proust qui trouvait que, comme il le disait à une amie, les seules personnes qui défendent la langue française, ce sont celles qui l'attaquent. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son son. Voilà comment Proust chantait les louanges du français réinventé, de la langue comme un instrument de musique. C'est peut-être pour ça qu'il a eu tant de mal à trouver un éditeur qui voyait dans son livre trop de fausses notes, trop de fautes de grammaire, trop d'images et de sons aberrants. Exemple. Dans Le Temps retrouvé, le narrateur se souvient d'une chambre où, enfant, la nuit, il entendait les ululements des trains. Mais comme ces sons venaient de machines réglées, il ne l'épouvantait pas, dit-il, comme aurait pu faire, à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée. D'où vient ce mammouth? Et comment Proust sait-il que ces cris étaient épouvantables? Pour le savoir, pour entendre un mammouth, il lui aurait fallu vivre jusqu'en 2011 et assister à l'opéra de Marguerite Humeau, The Opera of Prehistoric Creatures. Ici, Humeau inaugurait une œuvre destinée à recréer des formes et des sons du temps perdu. Avec des paléontologues et d'autres scientifiques, elle a reproduit les voix de l'antélodonte, le cochon de l'enfer, de l'ambulocétus, la baleine qui marche. Oh, ben oui. Ça existe. Des squelettes. Ou encore du mammouth impérial, et même la voix de Lucie. Elle est belle. Ces sons impossibles, ces échos de jadis, Humeau les a reproduits en reconstituant les larynx de ces êtres disparus avec des sculptures en acrylique, silicone ou résine, où elle a ensuite fait passer l'air grâce à des compresseurs. Évidemment, personne ne sait si ces voix sont
À nous de choisir si on y croit, à cette réincarnation désincarnée, où les voix de fantômes sont ressuscitées par des machines. Comme c'est à nous de choisir de croire au fantasme de Proust, dans son apocalypse de la mémoire involontaire, où la Madeleine fait remonter lentement en lui quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur, quelque chose qui fait entendre, dit-il, la rumeur des distances traversées. Ce phénomène étrange évoque alors pour lui la croyance celtique, qui est celle-ci, que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, jusqu'au jour où nous les trouvons et, délivrés par nous, reviennent vivre avec nous. Vous y croyez, vous, à ces histoires de fantômes? Fénian y croit. Pourquoi pas? On pourrait même aller plus loin en rêvant que cette chose des profondeurs qui revient à la surface est un animal. On pourrait rêver que la petite Madeleine rappelle une immense baleine. On pourrait alors rêver que cette baleine Madeleine est une parente de l'Ambulocetus, la baleine qui marche, et qui plus tard deviendra mammouth, un mammouth qui se promène comme écho de la baleine qui marchait. Est-ce à dire que cette baleine a une voix aussi épouvantable que le mammouth, ou chante-t-elle comme l'imaginait John Cage dans sa Litany for the Well? Vous écoutez deux voix d'hommes qui entonnent 5 notes assignées aux 5 lettres du mot anglais « well », qu'ils font permuter presque à l'infini dans un chant antiphonique où, tour à tour, une voix appelle et l'autre répond. On peut aussi appeler ça une antienne. Claire Massy-Paoli me l'a dit. Ce chant a presque quelque chose d'une prière. Mais si vous n'êtes pas prêts à prier, si ce chant ne vous dit rien, où des hommes invoquent la baleine en l'imitant pour faire écho à l'opéra préhistorique de Humeau, et que vous préférez entendre de vraies baleines, je vous invite à écouter le grand orchestre des animaux de Bernie Krause. Je me rappelle, c'était à la Fondation Cartier, en 2016. L'éco-acousticien y exposait son œuvre faite d'enregistrements de paysages sonores, qu'ils soient géophoniques, biophoniques ou anthropophoniques. Des sons vrais, authentiques, produits par la nature, ces êtres vivants ou minéraux, humains et non humains. À Paris, Krause avait fait accompagner son installation de lasers projetés sur les murs de salles souterraines plongées dans la pénombre. Chaque rayon lumineux rendait alors visible une fréquence sonore spécifique et de temps en temps, quelques mots identifiaient ce qu'on écoutait. Pas de cri de mammouth dans ce grand orchestre des animaux. Les baleines, ils sont des cachalots ou des orques, pas l'Ambulocetus, la baleine qui marchait il y a 50 millions d'années. Mais entre les baleines vivantes de Krause et la baleine fantasmée de Humeau, qui peut entendre la différence? Il faut avoir une bonne oreille, une
qui pourrait faire la différence entre le ululement d'un train et le cri d'un mammouth. Un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée, qui serait venu annoncer que nous ne sommes pas libres devant l'œuvre d'art et que nous devons, à la fois parce qu'elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la découvrir. Ici, dans l'obscurité du musée, l'œuvre d'art découverte dans la nature cherche à nous dire encore autre chose. L'œuvre d'art qu'est la nature, ces cris d'animaux, le bruit des vagues ou du vent dans les arbres, le chant des baleines, auxquels répond le chuchotement des enfants, forment des échos de ce qui doit nous rester à entendre. En espérant que ces cris et ces chants ne soient pas ceux de fantômes, en espérant que ces sons ne viennent pas d'un rêve, en espérant que la baleine ne soit pas déjà notre prochain mammouth et qu'on pourra l'entendre encore longtemps. Bon appétit.